Bienvenue dans l'épisode 0 de Podcast ou Sexiste, le premier podcast insulaire qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Roy, et aujourd'hui, nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un genre. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un linguiste, Stéphane Bassagne, de Caroline Torres, anthropologue et actuellement en thèse à l'université de Corte, et enfin de Kim Leonid, psychologue. Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord définir ce qu'est un genre dans les 3 domaines d'expertise. Ensuite, nous allons parler grammaire et importance des mots, et enfin parler éducation, acceptation et évolution. Donc, je suis Kimberley Leonid, psychologue clinicienne à l'hôpital d'Ajaccio, dans un service qui prend en charge les douleurs chroniques et un autre service qui prend en charge les soins palliatifs, c'est-à-dire c'est une structure soins palliatifs. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bassagne et moi, je suis passionné de langue depuis l'enfance en fait. Et j'en ai fait maintenant mon métier. Je parle principalement français, italien, espagnol, corse et anglais, on va dire couramment. Et après j'ai des notions, de bonnes notions en russe et quelques notions dans d'autres langues comme le japonais et l'hindi. Je m'appelle Caroline Torres. Je suis en train de terminer ma thèse de doctorat en anthropologie. Un genre en linguistique, c'est simplement une catégorie, c'est une manière de classer les choses tout simplement. Il y a féminin et masculin, puis il peut y avoir d'autres choses. En français, la différence entre singulier et pluriel, et puis dans d'autres langues, il peut y avoir la différence par exemple entre vivant et non vivant, comme les objets, la table, etc. On retrouve ça un peu d'une manière un petit peu différente, mais on retrouve un petit peu en russe. Un genre serait plutôt un concept, du coup. Ce serait l'idée qu'on appartient à une catégorie d'humains. Ça a un côté un petit peu étiquette quand même, mais ça permettrait de savoir si on a un genre plutôt masculin ou plutôt féminin. Ou justement, ce qui apparaît petit à petit, des genres qui se détachent de cette étiquette-là, soit masculine, soit féminine. Et dans les autres langues, quelle est la place du genre ? En anglais, voilà, en gros c'est un peu plus simple, ça s'est déjà simplifié au niveau de la classification des noms, puisque table n'est ni masculin ni féminin par exemple. Toutes les langues qui descendent du latin vont avoir effectivement un genre qui va être plus ou moins le même dans ces différentes langues, français, espagnol, corse, italien. La table c'est féminin par exemple. Il faut parler un petit peu en fait, de l'évolution des langues. L'évolution, c'est assez complexe, justement, c'est le travail du linguiste, d'étudier comment on passe d'une langue à l'autre. Par exemple, du latin, qui était la langue parlée partout en Europe, en tout cas dans l'Empire romain, il y a à peu près 2000 ans, et les langues telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est-à-dire le latin a évolué en France pour devenir le français, en Italie pour devenir l'italien, et ainsi de suite. Chaque langue est différente. Et donc chaque langue amène un point de vue différent. Automatiquement, si pour un français, par exemple, la table c'est féminin, automatiquement, et que les objets peuvent être soit masculins, soit féminins, mais c'est pas, on voit pas les choses, on voit pas le monde de la même manière que quelqu'un qui ne fait pas cette différence, comme un anglais, par exemple. Ou un russe qui va faire l'inverse, par exemple. Sur certains mots ou qui vont être féminins en français. Et puis en russe, il y a aussi le neutre. Et avec cette apparition du neutre qui voudrait dire que l'on ne s'identifie ni au genre féminin, ni au masculin, mais peut-être un peu des deux. Et l'idée qu'on peut imaginer son propre genre aussi. En quoi est-ce intéressant d'étudier cette question de genre au niveau psychologique et comportemental ?
Alors, comportemental et en même temps sociétal. C'est-à-dire que ça nous permet finalement de comprendre à quel point la société, avec des dictats comme si on est une femme, on appartient au genre féminin, si on est un homme, on appartient au genre masculin, nous impose des choix, des goûts, Comportements. des comportements, tout à fait. Donc c'est à travers cette problématique-là qu'une personne qui finalement ne s'identifie pas spécialement au genre qui lui est attribué dès la naissance peut, ça pourrait entraîner en tout cas des problématiques de personnalité et d'identité, ce qui est une problématique psychologique assez importante. Qu'est-ce que l'anthropologie? L'anthropologie, en fait, donc c'est la science qui traite des êtres humains, des différentes cultures de par le monde, de ce qu'elles ont en commun ou de différent. Et elle peut s'intéresser à absolument tous les aspects de la vie humaine, hein. Donc ça peut aller vraiment d'une pratique très spécifique chez une population de peu d'individus jusqu'à l'étude des superstructures, des échanges entre nations, etc. Donc ça peut vraiment toucher absolument tout. Et dans ce cadre-là, moi je travaille particulièrement sur l'anthropologie du genre, donc une des branches de l'anthropologie, qui consiste à questionner les représentations qu'on a du masculin et du féminin dans une société donnée ou bien à l'échelle plus large de l'humanité, encore une fois. Donc ma thèse actuellement porte sur les liens entre nationalisme et féminisme en Corse depuis en gros les années 70 à nos jours et essaie de déterminer quelle est la place du féminisme en Corse, de retracer un petit peu son histoire et puis de voir les liens qu'ont entretenu les différents mouvements féministes avec les différents mouvements nationalistes, puisqu'ils sont vraiment intimement liés. Comment est apparu le genre? C'est la question de l'évolution des langues en fait. Pour résumer, il y a deux termes un peu techniques. Les linguistes, c'est en gros, souvent, ils sont opposés aux grammairiens. Les linguistes, ils font ce qu'on appelle du descriptivisme, c'est-à-dire qu'ils décrivent la langue telle qu'elle est utilisée. C'est-à-dire, l'exemple que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le R qui était roulé dans la langue corse traditionnellement, qu'il est de moins en moins aujourd'hui. Le rôle du linguiste, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, la langue corse, elle est parlée comme ça, à tel endroit, à tel endroit. Le R n'est pas roulé à tel endroit, il est prononcé comme ça. Et le grammairien, lui, il fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que le linguiste, lui, il n'amène pas de jugement, il observe et il décrit tout simplement. Le grammairien, lui, il va en général faire ce qu'on appelle du prescriptivisme, un peu comme le docteur qui fait une prescription, qui prescrit comment il faudrait faire et qui donne des indications, des instructions sur comment il faudrait faire idéalement pour que la langue soit parlée. Chose qui n'est jamais suivie à 100% par tous les locuteurs dans toutes les langues, en français, en anglais, plein de fautes. On oublie que c'est des fautes parce qu'on utilise la langue elle évolue un peu comme il y a l'expression le téléphone arabe, en anglais Chinese whispers, quand on passe un mot ou une phrase d'une personne à une autre, elle finit par se transformer. Il faut imaginer ce processus sur 2000 ans. À partir du latin, les mots comme ils ont pu évoluer au fur et à mesure qu'on s'éloignait en plus du centre du pouvoir, là où on parlait peut-être le latin parfait à l'époque, et qu'on a aujourd'hui des langues qui ont évolué. Alors comment elles évoluent les langues? Elles ont tendance en général à se simplifier. Par exemple, en latin, il y avait ce qu'on appelle des déclinaisons. On ne les a plus aujourd'hui en français. Donc les déclinaisons, c'est l'équivalent des conjugaisons, mais pas pour les verbes, pour les noms en fait. On conjugue les verbes, je parle, nous parlons, vous parlez, on change la terminaison du verbe, ça s'appelle une conjugaison. Et on décline un nom en fonction de sa place dans la phrase. S'il est COD, s'il est COI par exemple, en général,
ça va tourner autour de ces idées-là. Mais les déclinaisons, elles ne sont pas les mêmes dans toutes les langues. Donc, pour résumer, on va dire le latin avait 6 déclinaisons différentes. Et en évoluant, la langue a tendance à se simplifier. Les trucs un peu trop difficiles finissent par disparaître. C'est pour ça que les langues comme le français qui se sont plus diffusées, notamment au XVIIIe, XIXe siècle, l'Empire français, il y a eu le même phénomène pour la langue anglaise avec l'Empire britannique. Plus la langue se diffuse, plus il y a de gens qui essaient de parler la langue, plus ils ont tendance à la simplifier. Et donc c'est comme ça qu'en français, en gros, petit à petit, les déclinaisons, qui sont une complexité, ont fini par disparaître. Et même une partie des conjugaisons, si on regarde à l'oral, il faut penser la langue au niveau de l'oral d'abord, c'est comme ça qu'elle se transmet principalement, la langue maternelle, à l'enfant, etc. Je parle, tu parles, il parle, on n'entend pas la différence. On peut l'écrire, mais on n'entend pas la différence. Et donc, la plupart des langues, c'est ce qu'on retrouve dans l'ouest de l'Europe, qui se sont bien diffusées, qui ont beaucoup évolué depuis le latin, ont perdu leur déclinaison. Les noms donc, vont devenir plus simples à utiliser, on ne va pas changer aussi facilement les terminaisons, et on va perdre aussi souvent le genre neutre qui existait en latin, qui a disparu en français, en italien, en corse par exemple, et en espagnol. Il y a de temps en temps dans certaines langues, on peut retrouver des vestiges, on peut retrouver une expression un peu atypique qui montre que le neutre existait, mais c'est un peu comme les fossiles de dinosaures. Si on ne creuse pas un peu, on a du mal à les trouver, et puis on ne trouve pas en marchant comme ça dans la rue. Et l'anglais, qui s'est encore plus diffusé que les 4 langues dont on vient de parler, l'anglais s'est encore plus simplifié et a vraiment perdu pratiquement toutes ses conjugaisons pour quasiment l'ensemble des temps. C'est aussi pour ça que l'anglais est une langue peut-être un peu plus facile à aborder de prime abord. I like, they like, you like, we like, aucun changement dans la terminaison au présent. Futur, on rajoute un petit truc, ça va faire you will like, they will like. Finalement, le verbe ne se transforme pas, ne se conjugue pas. Et c'est aussi, c'est une chose qu'on retrouve qui est typique de la langue anglaise, la volonté de simplifier, elle est aussi vraiment dans la culture anglaise. C'est que la langue anglaise a perdu le genre dans les noms autour entre le 10e et le 14e siècle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture anglaise. Moi j'explique souvent aux élèves que en français, j'aime bien prendre l'exemple du mot tonneau. Si on met de l'eau dedans, en français, on va appeler ça un tonneau. Si on met de la poudre, on va appeler ça un baril de poudre. L'objet, c'est le même. C'est toujours le tonnelier qui fait l'objet qui est le même objet. Et si on s'amuse à chercher sur Google Images baril et tonneau, l'objet, c'est le même. Et si on met du vin dedans, on va appeler ça un fût, élevé en fût de chêne, on voit ça sur toutes les bouteilles de vin, ou une barrique. Et puis Vigneron parle plutôt en barrique quand il parle de volume de vin. Donc on a 4 mots pour le même objet en fonction du domaine. En France, on a tendance à se spécialiser, on a une langue qui nous incite à nous spécialiser, à changer un peu le vocabulaire, avoir un vocabulaire spécifique selon le champ lexical, selon le contexte, selon la spécialité. Et c'est ce qui fait que en France, on a des très bons spécialistes. Par exemple, on a des super médecins, des super avocats. Mais ça va être difficile de s'initier au jargon juridique pour un novice, par exemple. Alors qu'en anglais, on a tendance à voir les choses autrement. Que ce soit de l'eau, de la poudre, du vin dans cet objet, on va toujours l'appeler de la même manière, a barrel. Et on a tendance à commencer par voir les choses de manière globale en anglais. Les Français ont tendance, la langue française aussi nous force un peu, à voir les choses de manière très spécifique. À dire non, c'est pas pareil. Si on parle d'un baril de poudre, on utilise un mot différent. Donc le cerveau, automatiquement, il a une autre image en tête. Il conceptualise les choses différemment que quand on parle d'un tonneau. Donc on commence par les détails, on va dire, en France, en gros.
Alors les anglo-saxons commencent par voir les choses de manière globale. Et si on regarde le monde d'aujourd'hui, on parle souvent de l'Empire britannique, évidemment, en cours d'anglais avec les élèves. Le fait de voir les choses de manière globale, ça va expliquer pour moi en partie comment la culture anglo-saxonne a fini par s'imposer partout dans le monde, sur chaque continent, encore aujourd'hui, avec un pays aussi lointain que l'Australie qui a le drapeau britannique dans un coin de son drapeau, par exemple. Les États-Unis, évidemment, qui ont après repris le flambeau de la puissance dominante, au moins économiquement pendant un moment. Mais juste avant, c'était l'Empire britannique. Et c'est la langue anglaise qui a cette façon de voir les choses vraiment de manière d'abord globale, avec des mots simples, avec des fois un mot anglais qu'on peut traduire de 10, 15, 20, jusqu'à 100 manières différentes en français, parce que un mot suffit en anglais, mais en français, on va décliner, on va préciser, spécifier. Comment ça se passe quand on est d'un sexe biologique féminin et que l'on ne s'identifie plus au genre masculin ou inversement? Tout dépend dans quel contexte on évolue aussi. C'est-à-dire, ça va aussi être influencé par l'éducation, en fonction de l'éducation. C'est-à-dire, si on fait partie d'une famille qui met un point d'honneur justement sur le genre, ça peut de suite être beaucoup plus problématique. Si par contre on est entouré de personnes qui ont une forme d'ouverture d'esprit déjà, ça peut permettre à l'enfant, futur adulte, de s'épanouir là où il se sent le mieux finalement. Les 3 sphères importantes et décisives dans la construction personnelle et comportementale chez l'enfant vont être la sphère familiale, sociétale et scolaire. Ces sphères ont un rôle très important au niveau de l'acceptation de soi. Quelles vont être les autres influences inconscientes dans la conception du genre au niveau psychologique? On peut aussi le voir, ne serait-ce que dans les magasins de jouets. C'est-à-dire ce qui est bleu automatiquement est homme, ce qui est rose automatiquement est femme, et fille en tout cas. Donc à partir de là déjà, même le goût, même le choix des couleurs est imposé par la société et par ce qu'on attribue à un genre. De façon plus optimiste, justement, c'est de moins en moins présent quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on permet justement avoir de plus de mixité, c'est-à-dire tous les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent au maximum. Dans le respect de l'autre, bien évidemment, mais l'idée c'est qu'ils puissent évoluer comme ils veulent. Quel est alors l'intérêt du genre, l'aspect positif? La partie positive, ce serait, ça permet d'aiguiller aussi une personne qui peut-être peut avoir des difficultés à trouver son idéal, c'est-à-dire à se construire, on va dire, dans sa vie. Ça permet aussi de créer un cadre dans lequel l'enfant particulièrement peut évoluer, peut échanger, peut participer à des relations sociales avec des groupes féminins et des groupes masculins, et partager ensuite les mêmes idéaux, les mêmes passions, les mêmes activités. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'enseigner comment se trouver à ces enfants-là et ne pas leur prédéfinir un cadre dans lequel ils pourraient évoluer? Il me semble que c'est ce qu'ils essayent de plus en plus, ce qu'ils testent en tout cas de plus en plus, c'est apporter des initiations à des sports, à des activités en tout genre, à des façons de parler, à des langues, à des matières, à des métiers. Et donc, je pense qu'ils se rendent compte petit à petit qu'en favorisant ces petites initiations-là, l'enfant va pouvoir s'accrocher à un projet qui soit personnel, sociétal,
Un projet dans le sens une volonté de faire une activité. Voilà. Et créer une passion qui n'est pas préconçue par le schéma soit parental, soit scolaire. C'est là où justement il y a un travail aussi à faire sur les parents. La problématique essentielle du parent, c'est qu'il crée, avant même la naissance de l'enfant, un idéal. C'est un peu comme un moule préconçu dans lequel il voudrait que l'enfant puisse complètement correspondre. Et à travers cette problématique-là, l'enfant qui évolue en fonction du regard de ses parents va tenter de correspondre à ce moule-là pour pouvoir avoir la reconnaissance et la satisfaction d'être aimé par les parents. C'est, on va dire, une problématique assez inconsciente. Personne ne le fait réellement de façon volontaire, mais en tout cas, c'est fait quand même. Et si le parent ne cède pas à élargir ce moule préfet, justement, l'enfant risque d'être complètement en conflit avec lui-même. Parce qu'il va développer ses propres valeurs, qui sont à la fois, on va dire, presque héréditaires et à la fois nouvelles. Donc, il construit sa propre personnalité, ses propres valeurs, et à partir de là, on se rend compte qu'il ne correspond plus à 100% au moule préfet par le système familial, on va dire. Et donc c'est à ce moment-là, typiquement à ce moment-là, que et les parents et l'école à faire preuve de beaucoup plus de laxisme et d'ouverture en tout cas. En quoi est-ce intéressant d'étudier le genre au travers de l'anthropologie ? L'anthropologie du genre, du coup, c'est un intérêt accru sur voilà, le masculin, le féminin, comment on se les représente, qu'est-ce que ça implique concrètement dans nos vies quotidiennes, et surtout l'apport principal de l'anthropologie du genre, c'est de parvenir à montrer que toutes les catégories qu'on pense naturellement, qui vont naturellement ensemble. Voilà, par exemple, être une femme, ça signifierait aimer les enfants, être quelqu'un de plutôt doux. On a un sixième sens féminin, on aime plutôt le rose, voilà, les hommes c'est plutôt le bleu, c'est plutôt la force, la virilité, la puissance physique, le pouvoir décisionnaire, voilà, toutes ces catégories qu'on peut décliner à l'infini. L'anthropologie du genre permet de les interroger et de montrer qu'en fait, alors qu'on les pense souvent comme des capacités naturelles, en fait, ce sont des construits culturels, de purs construits culturels. Et une de ces phrases qui illustre très bien ça, c'est « Rien de ce qui nous paraît naturel n'est naturel ». Peux-tu nous en dire un peu plus sur la place du genre dans la famille ? Dès tout petit, on est inscrit, même avant de naître, on est déjà inscrit dans une dynamique selon le sexe. C'est d'ailleurs avec la question de la santé du bébé, c'est la question primordiale, la question de son sexe. Les parents vont se projeter de suite, selon que ce soit un garçon ou une fille, ils vont se projeter très différemment. Donc, Françoise Héritier, elle invente un concept en 81 qui s'appelle la valence différentielle des sexes, dans son ouvrage L'exercice de la parenté, où elle montre, entre autres choses, que, encore une fois, tout ceci relève d'une construction, et qu'en plus, dans cette construction, le masculin prime sur le féminin. Il y a une valeur différente accordée au masculin et au féminin. Il ne faut pas confondre le sexe et le genre. Le sexe, c'est quelque chose d'évident que l'on observe et que l'on assigne à la naissance. Le sexe est biologique, physiologique. Au cours de recherches et de réflexions, on a observé qu'il y avait également des représentations, normes, valeurs attribuées à ces sexes. Autour de ces réflexions, on commence à distinguer ce qui révèle du corps, le sexe, et ce qui révèle de la construction sociale, le genre. Le genre, c'est le fait d'englober toutes les normes sociales
que l'on attribue à un sexe. Cette description du sexe et du genre est attribuée au podcast Camille, Il n'y a pas de théorie du genre, par Camille Regache, qui reçoit Massimo Prearo. Qu'on parle alors de sexe ou de genre, les faits nous montrent que les valeurs masculines sont vues comme supérieures aux valeurs féminines, notamment avec la règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors, je pense que la langue, forcément, elle a un impact énorme sur nos représentations mentales. Par exemple, quelque chose de tout simple, mais Claude Lévi-Strauss montre dans son livre Le cru et le cuit que, par exemple, voilà, il a étudié une population qui ne connaît pas la cuisson des aliments. Donc tout ce qu'il consomme est cru. Donc cette population, par définition, vu qu'elle ne connaît pas le mode de cuisson des aliments, elle n'a pas de mot pour désigner le cuit. Mais du coup, elle n'a pas non plus de mot pour désigner le cru. Voilà, donc ça, ce ne sont pas des catégories pensables, donc elles n'existent pas dans la langue. Voilà, donc ça, je pense que c'est important pour montrer que la langue, entre autres choses évidemment, mais elle détermine quand même la pensée, la capacité de penser. Donc forcément, si on a une langue qui institue, ne serait-ce qu'avec cette phrase quand même, le masculin l'emporte sur le féminin. Déjà d'un point de vue symbolique, c'est quand même très fort le choix des termes là justement. L'emporte sur le féminin. Donc le masculin est plus fort que le féminin. Encore une fois, ça vient réactiver tous ces clichés, ces archétypes qu'on a sur la domination du masculin sur le féminin. Voilà, donc la langue, ça traduit aussi une vision du monde et qui est subjective et qui influe beaucoup sur les capacités d'action et de perception de l'individu. Y a-t-il une différence au niveau des langues, notamment l'anglais qui a peut-être moins de mots ou des mots plus globaux? Alors c'est là que c'est une grande question. Parce que l'anglais n'a pas moins de mots que le français. En fait, quand on compte le nombre de mots en anglais, on en compte beaucoup plus. Les Anglais comptent des fois plusieurs milliards de mots dans leur langue. Ça dépend comment on compte, ça dépend ce qu'on appelle un mot. Mais là, ça devient vraiment... C'est des débats de linguistes et on va rentrer dans des trucs vraiment très pointus. En fait, il faut partir de cette différence. On parlait de ça tout à l'heure. Ceux qui font de la description et ceux qui disent il faut dire comme ça. Les descriptivistes contre les prescriptivistes. Et la langue anglaise est plutôt descriptive, est plutôt abordée de cette manière, ce point de vue qu'a le linguiste, c'est-à-dire de décrire les choses. Le dictionnaire de la langue anglaise, on prend le Oxford, qui est peut-être la référence absolue pour la langue anglaise, en tout cas du côté britannique. C'est pas un dictionnaire qui va mettre 20 ans avant d'ajouter les mots. Si un mot est utilisé par les gens qui utilisent la langue, il va finir dans le dictionnaire assez rapidement. Et le dictionnaire va juste se contenter de dire voilà tel mot. Et quand on cherche justement les mots, les expressions dans ce dictionnaire anglais, ils sont rangés en gros, la plupart du temps, de l'expression la plus utilisée à la moins utilisée. C'est pas forcément l'ordre alphabétique qui va gagner quand on va dans la définition d'un mot, mais on a vraiment cette façon de voir les choses, de dire comment les gens parlent. Alors que les dictionnaires de la langue française, l'Académie française, avec les membres de l'Académie qui s'appellent les immortels de l'Académie française, c'est une autre façon de voir les choses. Automatiquement, on conceptualise les choses différemment et on voit la langue française comme quelque chose de très précieux qu'il faut conserver et donc qu'il faut encadrer aussi. Ce qui est le point de vue du prescriptiviste, du grammairien. Comment va-t-on pouvoir amener à réfléchir sur la langue française, les langues latines en général, et sur le genre et cette règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin?
Alors moi, je persiste à penser que le premier pas fondamental, c'est celui de l'éducation. Puisque de toute manière, on ne pourra pas du jour au lendemain, effectivement, agir sur tous les aspects multiformes et très présents, très différents, très multiples que prend ce système de domination. On ne peut pas les changer d'un coup tous. Donc, à mon avis, c'est pour ça que l'éducation est fondamentale, parce que si on permet à chacun d'acquérir l'esprit critique suffisant pour se rendre compte justement de ce système, du fait qu'il n'est pas naturel, eh ben, chacun sera à même de se dire, ah ben tiens, pourquoi ça? Finalement, c'est pas normal. Donc la personne peut choisir de continuer à utiliser, par exemple, la langue telle qu'elle est, mais en sachant pertinemment que qu'en ayant conscience, voilà, que ce n'est pas un système naturel ni juste, en ayant déconstruit en amont tout ça. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est le plus important. Parce que si on donne la capacité d'esprit critique, à partir de là, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Il y a un autre exemple très frappant sur ça, sur l'usage des termes, et qui me hérisse complètement, c'est l'usage du terme homme pour dire, pour être en tant que synonyme d'humanité. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Ça me hérisse complètement parce qu'on a un mot pour ça. On a un mot, c'est le mot humain, qui signifie l'espèce humaine dans sa totalité. Et pourtant, euh, très régulièrement, aussi bien dans le langage courant, dans les discussions, que dans les reportages, que dans les livres, etc., on trouve ce mot homme, alors avec une majuscule ou pas selon les cas, pour signifier humain. Donc là, ça montre bien à quel point le masculin l'emporte, justement, puisque alors qu'on a un mot exprès pour désigner l'ensemble de l'espèce humaine, on continue à appeler homme les hommes et les femmes. Ça, c'est quand même, je trouve, un mécanisme assez fantastique. On avait 3 genres en latin. On en a perdu un, donc automatiquement, il y a des choses qui vont changer. C'est ce qui fait qu'il y a cette règle dont on avait parlé, le masculin l'emporte au pluriel. C'est une façon de voir les choses en fait. Parce que on peut dire aussi que le pluriel est le même au masculin et au féminin. On aurait pu adopter peut-être un pluriel féminin. Bon, pour le français, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Pour l'italien, c'est un peu plus évident, puisque on va avoir la donna, le donne. Par exemple, la marque du féminin pluriel n'est pas la même que celle du masculin pluriel. Prendre un mot, il telefoni, i telefoni. Bon. Donc on va avoir un pluriel qui est différent pour les hommes et pour les femmes. Il va falloir choisir quand il y a des hommes et des femmes ou des objets masculins et féminins. Au pluriel, il faut faire un choix. Il n'y a plus le neutre, donc on est obligé de faire un choix. Effectivement, souvent, pour les langues latines, ça a été le choix du masculin qui l'a emporté. D'où cette expression. En italien aussi alors. En italien aussi. Et c'est, je crois, le cas c'est le cas pour les langues latines que moi je connais. Maintenant, pour le corse, c'est différent. Dans des situations où c'est ni masculin ni féminin, par exemple, je te l'ai dit ou je te le dis, sans forcément parler d'une chose précise, ou ce le qui est un article masculin désigne quelque chose qui peut être neutre, mais en Corse, on va utiliser souvent le féminin. A tadiulita, je te l'ai dit. On va utiliser la marque du féminin. Au pluriel, après, ça dépend de la région de l'île. C'est une autre histoire. Puisqu'au nord, on va avoir les mêmes règles, en gros, pour les terminaisons qu'en italien. Et puis au sud, on va avoir la région du centre-sud, on va dire, où le pluriel est le même pour le féminin et le masculin. Adonna, idonni. Donc on a la même chose.
pas, je ne sais pas si on peut vraiment dire après que le masculin l'emporte. Le pluriel féminin est en I, le pluriel masculin est en I. Voilà. Ça simplifie peut-être un petit peu la question du genre après. Et quand on va dans l'extrême sud, on a des pluriels en A, qui sont des vestiges justement du latin. Parce qu'on a des déclinaisons, on avait le neutre, on avait des terminaisons en A qui n'étaient pas forcément du féminin. Ugawadu devient dans le sarthenais Igawada. Pour certains sarthenais, parce que souvent on oublie qu'à Sartène, finalement, il y a deux parlers aussi qui cohabitent. Est-ce que la langue corse a une particularité en raison de ses influences et invasions? La grosse différence, en fait, la grosse spécificité pour la langue corse, c'est qu'elle a toujours été, tout au long de son histoire, dans le monde italien, jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, où la langue française a commencé à s'imposer plus après la bataille de Ponteno, mais elle a mis du temps à être vraiment déjà arrivée à l'intérieur des terres, comme tous les envahisseurs finalement de la Corse, les envahisseurs de la Corse. Et c'était pas évident de s'implanter à l'intérieur. Donc la langue française, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'elle commence vraiment à s'imposer d'abord dans les écoles, qu'elle soit, la Corse devenait interdite dans les écoles pour nos, parfois, selon l'âge qu'on a, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais c'était uniquement à l'école qu'on parlait français. Au village, tout le monde parlait corse jusqu'à les années finalement 50, 60, quand il y a eu la télévision qui est arrivée dans tous les foyers, et que dans chaque foyer, dans toutes les maisons, toutes les familles ont vu que voilà, ceux qui ont des postes intéressants, ceux qui sont bien habillés, ceux qui ont le meilleur travail, qui ont réussi, qui passent à la télé, qui parlent bien, ils parlent français. C'est là que les consciences ont commencé à évoluer finalement, parce que quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Et on s'est dit, on était dans un contexte, c'est l'un des rares, c'est le seul que je connaisse au monde, où on se dit qu'on ne peut parler qu'une langue. Ça, c'est lié à l'histoire et à l'histoire constitutionnelle aussi de la France. Sans vouloir rentrer dans la politique, c'est pas du tout mon domaine, mais la Constitution française dit que la langue française est l'unique langue, je ne sais plus la formulation exacte, le français est la langue de la République. Bon. Donc, c'est ce qui fait que on a commencé à se dire, effectivement, depuis des années, on parle du problème, entre guillemets, de la langue corse. La langue corse n'a pas de problème en soi. La difficulté qu'elle a rencontrée, c'est que les gens ont commencé à se dire, c'est soit le français, soit le corse. C'est ça le problème, en fait. Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas deux langues? Pourquoi pas trois langues, 4, 5, comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde? L'Inde, qui a plus d'1 milliard d'habitants, le trilinguisme, ça fait partie de leur quotidien. Pour la plupart des pays d'Afrique, c'est aussi le cas. Et on ne voit pas ça comme une tare. Mais pendant longtemps, il y a eu des théories aussi scientifiques pour expliquer que ça retardait le développement cérébral de l'enfant. C'est ce qu'on pensait à un moment donné, avant qu'on ait l'imagerie cérébrale comme aujourd'hui, qu'on ait toutes ces études qui nous montrent depuis plus de 15 ans maintenant que parler plusieurs langues, il n'y a rien, il y a peu de choses qui sont aussi favorables pour le développement du cerveau, qui vont permettre justement de développer autant les facultés cérébrales, les langues et la musique, notamment, qui vont vraiment faire travailler énormément de zones du cerveau en même temps. Sauf que c'est vrai que quand on apprend plusieurs langues en même temps, il peut arriver qu'on mette un peu plus de temps à en maîtriser une, aussi bien que celui qui va se concentrer à fond sur une langue. Donc, moi je l'ai vécu avec mes enfants. Ouais. Donc, je vois bien comment ça fonctionne. Il faut des fois quelques mois de plus, quelques années de plus, pour que l'enfant semble, pour qu'il donne l'image d'un enfant qui maîtrise vraiment la langue. Parce qu'il en a 2, 3 à apprendre en même temps, par exemple. Donc, les années vont passer, il n'y aura aucun souci, mais
c'est en gros à partir de ces observations-là, de se dire, il ne parle pas aussi bien, aussi vite, parce qu'il a deux langues, on s'est dit. Oui, du coup, on pensait que Et donc c'était on un s'est dit, il problème. faut en choisir une. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est dit, bon, la langue qui va permettre de trouver du travail, la réussite sociale, ça va être la langue française. C'est comme ça qu'on a des villages corses aujourd'hui où il y a 100 habitants, avec 10, 15, 20 personnes qui ont fait des études, ils sont docteurs, ingénieurs, etc. Parce qu'il y avait cette volonté de donner ces outils à l'enfant pour qu'il puisse aller le plus loin possible. Et moi, on m'a souvent raconté, mais mon grand-père, mon grand-oncle, mes grands-oncles, le moment où mon arrière-grand-père a tapé du poing sur la table et a dit oh basta, maintenant on va parler français à la maison. Donc c'est récent, ça va être entre les années 50 et 60. Hein. Comment la langue française est-elle devenue si importante ? Parce que la langue française s'est imposée par les arts. On a résumé en gros, tout à l'heure, comment elle est arrivée en Corse, et puis ça s'est fait de la même manière un peu partout. La langue italienne s'est imposée par la littérature. Elle n'a pas été imposée en fait d'ailleurs. Elle a été adoptée par les populations. Entre la Divina Commedia de Dante et l'enfer de Dante, pour ceux qui connaissent l'expression. Et ensuite différentes œuvres comme ça, en prose et en rime évidemment, qui ont petit à petit fait que le parler florentin s'est diffusé parce que ces œuvres-là ont plu, ont été adoptées, lues par un maximum de monde, et puis petit à petit, c'est ce parler-là qu'on a commencé à adopter en Italie. Ce qu'on appelle l'italien aujourd'hui, c'est du florentin, pour résumer. Et puis en Italie, justement, c'est la grosse différence avec la langue corse, on a gardé ce qu'on appelle les dialectes. Là-bas, le mot dialecte n'a pas de connotation péjorative. Donc les Siciliens disent qu'ils parlent le sicilien déjà beaucoup plus qu'on parle corse en Corse. Les Sardes aussi, le napolitain, etc. Ils disent il dialecto. Et c'est uniquement le fait que voilà, la Corse, qui était dans ce monde italien avec cette vision des choses comme on a une langue qu'on utilise pour parler avec les autres, qui est le florentin, parce que tout le monde la comprend, et on a la langue qu'on parle entre nous, entre amis, dans la région, dans la famille, qui est en Corse le corse, en Sardaigne le sarde, etc. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé dans un autre monde, le monde de la francophonie et de la Constitution française qui interdisait finalement l'usage, en tout cas dans des organismes officiels, à l'école, etc., de la langue qui avait été celle du quotidien, du pain. Y a-t-il une explication à ce besoin de domination masculine au niveau linguistique et sociétal ? Françoise Héritier, qui a beaucoup écrit là-dessus, en particulier dans son livre Masculin-Féminin, justement. Et elle y montre que grâce à toutes les collectes de données sur les populations actuelles et aussi toutes les traces qu'on a des populations anciennes, on peut arriver à imaginer pourquoi l'être humain a établi au départ cette différenciation marquée entre masculin et féminin. Donc, selon elle, ça remonterait à très très loin dans l'histoire de l'espèce humaine. Et pour vraiment bien le comprendre, il faut arriver à oublier un petit peu tout ce qu'on sait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à la science, on a accès à tout ça, on sait expliquer les choses. Il faut se remettre au tout début dans la tête de nos très lointains ancêtres qui, eux, n'avaient pas tout ça comme connaissance. Donc, en fait, ils se contentaient d'observer le monde autour d'eux pour en tirer des conclusions. Donc, en observant le monde autour d'eux, de quoi est-ce qu'ils se rendent compte que, de toute évidence, il n'y a que deux sexes dans la nature, aussi bien chez les autres animaux que dans l'espèce humaine. On constate qu'il y a deux sexes biologiques, avec
quelques exceptions, mais très rares à l'échelle du nombre. Et surtout, ce qui est terrible pour eux, c'est qu'il n'y a que les femmes qui peuvent donner la vie. Il n'y a que le féminin qui arrive à donner la vie. Ça, pour eux, c'est une injustice fondamentale. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est vécu en fait comme un pouvoir énorme donné aux femmes. Alors que les hommes, eux, en comparaison, qu'est-ce qu'ils ont, quoi, finalement, hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'en plus, la femme, elle peut se reproduire elle-même, c'est-à-dire donner le jour à des petites filles, mais elle donne aussi le jour à l'autre, au petit garçon. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui a le pouvoir absolu, puisque elle peut reproduire l'ensemble de la société, alors qu'elle-même n'est pas l'ensemble de la société. Voilà, donc ça, c'est quand même vécu comme quelque chose apparemment de très injuste de la part de nos premiers ancêtres masculins. Et en plus, on peut ajouter le fait qu'ils observent que les femmes et les femelles, tous les mois, perdent du sang pendant plusieurs jours, une certaine quantité de sang plusieurs jours, mais qu'elles n'en meurent pas, que ça ne les tue pas. Alors que eux, encore une fois, au niveau de leur observation empirique, ils voient que s'ils ont une blessure et qu'elle saigne une certaine quantité de sang et pendant plusieurs jours, ils ont de fortes chances d'en mourir. Eh bien, les femmes, non. Donc, elles paraissent un peu comme des êtres qui à la fois maîtrisent le pouvoir de la vie et maîtrisent le pouvoir de la mort. Elles paraissent des êtres quasi divins. Donc, les hommes se disent, mais nous, alors, à quoi on sert? Puisqu'au départ, le lien n'est pas fait entre actes sexuels et reproduction, puisque ce ne sont pas tous les actes sexuels qui débouchent sur une grossesse. Donc ce lien au départ n'est pas pensé comme tel. Donc les femmes ont même en plus, on a même l'impression que c'est elles qui décident de donner la vie quand elles le veulent. Voilà, donc tout ça paraît un pouvoir vraiment écrasant, énorme par rapport aux hommes qui ne trouvent pas l'équivalent de ce pouvoir chez eux. Donc à partir de là, on peut imaginer que c'est pour ça que les hommes ont voulu créer des structures pour s'approprier le corps des femmes, leur capacité reproductrice, et instituer une domination, parce qu'il fallait contrôler ce pouvoir énorme dont eux étaient complètement dépourvus. Voilà, et ça, je trouve que c'est une idée vraiment très intéressante. Et le fait de dire voilà, que les femmes sont naturellement douces avec les enfants, qu'elles veulent toutes avoir des enfants, que c'est dans l'ordre des choses, que c'est... voilà, les femmes qui n'ont pas d'enfants sont suspectes. Voilà, tout ça, après toute cette pensée, tout découle bien évidemment de ça. Hein, ça perpétue ces clichés, alors que la maternité, on voit bien que ça aussi, c'est quelque chose de très construit, puisque pendant des siècles, au Moyen-Âge, la Renaissance, etc., peut-être même avant, je ne me rappelle plus, pendant des siècles, les femmes, en tout cas les femmes de certaines classes sociales, quand elles accouchaient, elles confiaient aussitôt leur enfant à une nourrice. C'est pas du tout elles qui se chargeaient de toute la partie éducation, ni même de leur donner le sein. Donc cette idée de la maternité comme évidente, obligatoire et dans le sang, carrément qui coulerait dans le sang des femmes, là aussi on voit bien que c'est un construit qui découle de tout ça, puisque ça revient à enfermer la femme précisément dans ce rôle-là, dans le rôle domestique. La femme justement qui est pensée avec tous ces pouvoirs-là, très vite, on lui met un tabou sur tout ce qui relève de la violence, de faire couler le sang, parce que justement elle a déjà trop de pouvoir. Elle maîtrise déjà trop de choses. Donc on ne va pas en plus lui donner le pouvoir d'aller tuer. Voilà, donc il y a beaucoup de tabous dans des populations très différentes. Il y a beaucoup de tabous sur les femmes et faire couler le sang. Voilà, en général, les femmes dans beaucoup de populations, elles ont le droit d'assommer des petits animaux, des choses comme ça, mais ce ne sont pas elles qui vont à la chasse au gros gibier de manière générale. Il y a une exception peut-être de temps en temps,
Mais globalement, ce ne sont pas elles qui vont à la chasse du gros gibier, parce que justement, elles ont déjà trop de pouvoir. Il ne faut pas en plus qu'elles aient celui de maîtriser la mort. Cette règle en grammaire, le masculin qui l'emporte sur le féminin, peut-elle causer des problèmes au niveau psychologique? Ça peut générer une problématique et une position, c'est-à-dire que ça pourrait... Est-ce qu'on pense que cette règle de grammaire induirait une domination masculine vis-à-vis d'une domination ou féminine? En effet, c'est une règle en même temps qui est difficile, c'est-à-dire qu'il faut trancher. Si on veut pouvoir écrire et parler avec la même langue, il va falloir quand même mettre une règle. Cette règle de grammaire c'est appliqué en effet. Et à l'inverse, si on estime que le féminin l'emporte sur le masculin, Ça serait, ce serait exactement aussi la même sexiste, chose. complètement. Sauf qu'il n'y a donc pas de règle unisexe, on Non. va dire. Mais, ou alors il faudrait en inventer une nouvelle, comme le neutre par exemple, qui pourrait être une solution plus équitable, plus égalitaire si Oui. Sauf que grammaticalement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, complètement. Non, Donc complètement. on est un peu pris au piège en effet par cette règle-là. Certainement que si elle est bien expliquée et s'il y a tout un travail ensuite justement sur cette problématique de genre, on peut laisser cette règle tranquille, on va dire, Oui, de côté. oui. Vu qu'il n'y a pas de Ça- travail sur le genre, Ça interroge et en même temps, c'est bien ce qui fait notre problématique actuelle sur le genre, c'est parce qu'on a toute une histoire derrière. oui. C'est bien pour ça Mm, que les choses, qu'on essaye aujourd'hui de changer les choses, mais c'est bien parce qu'il y a eu de toute façon toute une histoire et qu'en effet les hommes avaient une place prédominante dans la société et les femmes un peu plus dans l'ombre. mm. Comment on arrive à faire en sorte qu'une règle grammaticale n'alimente pas une représentation de domination, de dominant-dominé? C'est une valeur par exemple de puissance à côté, comme on le met généralement, automatiquement cette personne va, pour avoir de la puissance, créer un comportement de dominant qui n'est peut-être pas dans sa personnalité de base. Ok. Donc il faut peut-être apprendre aussi à toutes ces personnes-là, en général, à toutes les personnes du monde, à pouvoir avoir des comportements qui vont en adéquation avec leurs valeurs et pas générer, et pas l'inverse, c'est-à-dire, et pas se retrouver avec des personnes qui font typiquement un comportement pour qu'on puisse penser qu'ils ont telle ou telle valeur. L'idée, c'est que la personne puisse agir et faire ce qu'elle veut quand elle veut. Oui. Et qu'il n'y ait pas une étiquette, on retourne sur cette problématique à la fois et de genre qui crée une étiquette et de tous les concepts, en tout cas, qui génèrent aussi des étiquettes. Là, ce qu'on veut justement apprendre aux enfants, c'est qu'ils ont le droit d'être comme ils ont envie d'être. L'anthropologie du genre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle permet de comprendre tous ces mécanismes. Voilà, il y a cette prééminence du masculin sur le féminin. Ce qui amène notamment à parler aussi de la question du patriarcat et du matriarcat, puisqu'on entend encore aujourd'hui très fréquemment, par exemple moi dans le cadre de mon travail de thèse, je l'entends très très souvent, dire la Corse est un matriarcat. Mais on l'entend aussi pour beaucoup d'autres populations, hein. C'est pas spécifique à la Corse, je veux dire, je l'entends très très souvent. Eh bien ça, par exemple, c'est une erreur d'un point de vue anthropologique de dire ça. Il n'y a, en tout cas des populations humaines qu'on connaît, dont on a des traces, etc., il n'y a que... toutes les sociétés sont organisées sous l'égide du patriarcat. Le patriarcat, donc, c'est le fait que, on pourrait le définir rapidement en tout cas en disant que les valeurs masculines
sont privilégiées par rapport aux valeurs féminines qui sont, elles, diminuées. Le matriarcat serait l'inverse du patriarcat, c'est-à-dire que ce seraient des sociétés dans lesquelles le pouvoir, toute la symbolique, on peut décliner ça aussi encore à l'infini, mais tout ce qui est valorisé serait de l'ordre du féminin et pas du masculin. Il y a un exemple très simple pour se rendre compte que nous, on vit bien dans des sociétés patriarcales. Encore une fois, avec les questions de genre, on voit bien que ce qui relève du domestique, de l'intérieur, du privé, c'est associé à la femme. Donc tout ce qui est tâches domestiques, la cuisine, etc., ce sont des choses qui sont typiquement allouées aux femmes comme si c'était naturel. Et pourtant, quand on va du côté de l'excellence, par exemple les grands chefs cuisiniers étoilés, les grands couturiers, ça aussi on peut décliner longuement, tout ce qui relève de l'excellence, et bien là tout de suite il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors que ces domaines sont pensés comme typiquement féminins. C'est là que je fais le lien, voilà, avec ce que je disais sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est donc toutes les valeurs supérieures sont masculines. Tout ce qui relève du quotidien, voilà, de ce qui ne demande pas a priori, en tout cas dans les représentations de grande technicité, là on est du côté du féminin. On se rend compte que des enfants qui, dans la majorité des cas, n'ont pas cet accès à la frustration, c'est-à-dire le fait d'être frustré génère une forme de colère, d'agressivité, une émotion un peu difficile, qu'on retrouve aussi chez l'âge adulte, mais l'adulte est bien plus en capacité d'être résilié, on va dire. Voilà. Plus accès à la résilience. L'enfant, beaucoup moins. Donc on se rend compte par exemple que si on veut créer cet équilibre dominé-dominant, il faut alors les aider à gérer la frustration, à gérer les émotions, à gérer les complexes aussi qui peuvent être mis en place, à gérer leur appartenance ou non à leur système familial. Donc finalement, ça demande tout un travail en amont bien plus complexe. Il y a quelques années en arrière, Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors secrétaire, je crois, aux droits des femmes, a essayé d'introduire l'abécédaire pour l'égalité. Il y a eu une levée de boucliers énorme, en particulier par des associations religieuses, pour dire « Oh là là, mon Dieu, nos enfants, on veut qu'ils soient tous pareils, on veut qu'ils soient tous homosexuels, c'est terrible. » Et donc cette initiative qui était précisément ce qui manque, et ce qui manque toujours, alors que ça fait bientôt 10 ans, voilà, on n'en a toujours pas. On n'a toujours pas de choses de ce type. Donc forcément, les représentations ne vont pas aller en s'améliorant bien vite. Ça, c'est évident. Donc l'outil principal, pour moi, il est là. Il faut arriver à rentrer dans les écoles. Mais pour arriver à rentrer dans les écoles, il va falloir faire face justement à ce poids très lourd des institutions et des individus, parce que c'est beaucoup de parents d'élèves qui ne veulent pas qu'on aborde ces questions en classe, même parler de sexualité tout simplement. Voilà, dans les établissements scolaires aujourd'hui, déjà tous les établissements scolaires malheureusement ne sont pas fréquentés. Ça, c'est pas tellement de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de crédit alloué pour ça, alors que ça devrait être là aussi une évidence, voilà. Surtout chez des publics qui arrivent à l'âge de la sexualité, la fin du collège, le lycée, etc. Tous ces publics-là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire ce travail de prévention. Parce que si on parle de sexualité, forcément, on va en venir à parler des rapports hommes-femmes. Sauf que, voilà, je pense que vous le savez tout comme moi, aujourd'hui, les établissements scolaires, s'il y a une visite tous les 2-3 ans, c'est déjà bien, quoi.
Et Donc on est encore, très loin du compte. ouais, et encore quand on nous enseigne autre chose que de mettre un préservatif à une banane. Là, dans les établissements scolaires, les quelques rares sensibilisations à la sexualité qui sont effectivement, voilà, en général, pas toujours, il y a des gens qui font un travail formidable, mais il y a souvent, voilà, ce sont des infirmières et elles viennent faire ça, voilà, comme tu dis, de manière très pratique, mettre un préservatif, parler des MST, etc. Mais la sexualité, effectivement, ne se réduit pas à ça. Et l'arrivée de toute la technologie de l'image, donc des téléphones, des réseaux sociaux, Internet, etc. Certes, ce sont des avancées fantastiques, mais effectivement, le gros problème qu'il pose, c'est que aujourd'hui, tout le monde, quel que soit son âge, a accès à l'image et sans filtre. Et effectivement, la plupart des jeunes gens apprennent la sexualité à partir du porno, ce qui est terrible, puisque c'est vrai que le porno, c'est l'objectification de la femme par excellence. D'ailleurs, les scénarios, je veux dire, ils sont d'une tristesse. Enfin, c'est toujours le même schéma. C'est vraiment toujours le même schéma. C'est vraiment toujours la femme sous domination et c'est présenté comme le seul modèle de jouissance possible, en fait. Donc forcément, ça pose de gros problèmes puisque ça vient renforcer tous ces prérequis qu'on a déjà. Oui, et cette notion de prédateur et de proie, ça se voit aussi beaucoup dans la séduction. Oui, le côté Don Juan qui comptabilise le nombre de femmes séduites, ça c'est sûr que c'est encore malheureusement très d'actualité, alors que évidemment le pendant, c'est la femme qui aura eu beaucoup d'amants, mais elle, tout de suite, elle sera qualifiée voilà, de termes très sympathiques comme salope, Marie couche-toi là, etc. Fille facile, voilà, ça aussi, fille facile, c'est un terme encore beaucoup employé, alors qu'un homme qui a beaucoup de conquêtes, voilà, c'est un beau gosse, quoi. Ouais. C'est valorisé. C'est Ben, valorisé. j'ai lu d'ailleurs qu'il n'y avait pas euh, de féminisation pour le terme homme à femme ou Oui, oui, donjon. oui. C'est Oui, complètement un concept masculin, comme prostituée et exclusivement féminin. oui. Et comme aussi, dans l'autre sens, il n'y a pas de terme masculin équivalent à cougar, à celui de cougar. Parce que là aussi, on est encore dans une catégorie de femmes fantasmées. Et voilà, ça montre bien que c'est toujours la femme qu'on place en situation d'objet. Parce que l'équivalent pour les hommes n'existe pas. C'est le rôle aussi de la famille, des parents. Mm. C'est de parler au maximum. C'est pour ça que moins il y a de tabous, plus l'enfant peut se construire de façon équilibrée. Et en adéquation avec ce qu'il aime. Et du coup, ne pas répéter aussi les représentations qu'il peut en voir. Ah oui. Et si le système scolaire n'évolue pas, on va se retrouver avec une problématique bien plus importante, c'est justement l'abandon scolaire, la phobie Ouais. scolaire. On se rend compte que on arrive maintenant à un cadre de société, on va dire, qui est de plus en plus ouvert, Mm. où l'idée c'est que tout le monde peut être accepté, qu'on abolit au maximum le racisme, la discrimination. Ouais, on tend vers cette société-là. On tend quand même vers Idéal, cette société-là. Et en même temps, on est toujours confronté à un système scolaire rigide. Beaucoup d'enfants n'arrivent plus à s'identifier à ce système scolaire, à comprendre le regard de l'autre, à imaginer que il puisse y avoir beaucoup plus d'empathie et de positivisme. Ça n'existe pas pour certains dans ces systèmes scolaires-là. Parce que justement, il y a des exigences. Ouais. La méthode Montessori, par exemple, Oui. c'est une méthode justement qui Oui, qui prend est en basée consi- sur l'empathie et sur Exactement. la personne en qui prend en elle-même. considération Mm. l'évolution
et Les capacités. les capacités justement et la volonté de chaque enfant. Les personnes avancent à leur rythme et on se rend compte que finalement chaque enfant a la capacité d'évoluer assez rapidement. C'est incroyable l'évolution d'un enfant. Si on aide les personnes à s'assumer telles qu'elles sont, je pense qu'on réduira aussi les problématiques de genre. Avec un vocabulaire sexiste et une règle grammaticale impliquant domination et soumission, il est important d'analyser, déconstruire pour sortir de ce système, inventer une nouvelle règle en pratiquant et éduquant. Et si l'on enseigne ces questions de genre à l'école, est-ce que l'on peut réellement se soustraire du sexe biologique que l'on nous a assigné à la naissance, ou si l'on ne se reconnaît pas dans notre sexe biologique et que l'on se reconnaît à un autre genre, est-ce que l'on peut réellement s'y soustraire et se soustraire à l'héritage comportemental qui est assigné à ce sexe ou à notre genre ? Au début de l'invention du terme de genre, il était dissocié du terme de sexe. C'est-à-dire que on a très vite appelé le genre le sexe social, ce qui signifie, ce qui sous-entend qu'il y a un sexe naturel et un sexe social, que les deux sont bien différents, donc que d'un côté, il y a ce sexe avec lequel on est et qui définit un certain nombre de choses sur la personne qu'on est, et de l'autre côté, il y a un sexe social qui implique là des choses construites et qui aurait un mélange des deux. Cette définition, elle a évolué et aujourd'hui, de manière générale, on considère plutôt que le genre, c'est un outil qui permet de démontrer que quasiment tout relève de la construction sociale. On est avec un sexe féminin, on va plus jouer à la poupée ou à la maîtresse, on va être plutôt sage, plutôt docile, on va plutôt aimer les couleurs roses, etc. Alors que si on est avec un sexe masculin, on va plutôt faire des jeux un petit peu plus violents, on va courir, on va se dépenser, on va faire du sport, on va parfois être dans des relations un petit peu plus agressives avec nos amis. Si on fait des bêtises, on dira bah c'est pas grave, c'est un garçon, c'est normal. Voilà, donc la catégorie de genre telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle permet de relier tout ça et de montrer que le genre, en fait, c'est ça. Ça inclut même le sexe biologique. Parce que dans l'absolu, si on y réfléchit bien, le sexe biologique, c'est un organe comme un autre, qui a une fonction, celle de la procréation, et effectivement, elle est différente selon que ce soit un sexe féminin ou masculin. Et dans l'absolu, ça n'implique quasiment rien d'autre que ça. Tout ce qu'on y accole, ça relève de ce genre, de cette construction sociale. Alors moi, je suis intimement convaincu que ce sont des choses dont on peut sortir, mais ça demande un travail colossal, puisqu'en fait, c'est une déconstruction qu'on doit opérer sur soi-même, et je pense que cette déconstruction, elle prend toute une vie quasiment, ou en tout cas pour les plus chanceux, peut-être moins, mais évidemment, il y a l'impact premier de la sphère familiale, de l'éducation qu'on va recevoir dès la naissance, de la possibilité que vont nous laisser ou non nos parents d'avoir accès à davantage de liberté. C'est-à-dire que, évidemment, des couples qui vont élever leurs enfants de manière très rigide, qui vont les enfermer dès tout petits dans ces catégorisations. J'entends encore très souvent, quand je me promène, que je vois des familles avec enfants, il y a des petits garçons qui jouent au foot tranquillement, et puis encore il n'y a pas très longtemps, la petite fille qui dit « Ah mais moi je vais aller jouer au foot avec eux », et la maman qui répond « Ah non, non, le foot c'est un jeu de garçons ». Voilà. Donc voilà, toutes ces petites choses qui semblent a priori anodines, en réalité c'est tout ça qui construit brique par brique
et qui vient renforcer ce que nous renvoie à la fois notre cercle familial d'abord, puis ensuite les autres cercles à l'école, à la télé, avec les amis, etc. On est en permanence renvoyé à cette catégorisation, cette bicatégorisation du monde. Donc ça demande un énorme travail et beaucoup de courage de la part des personnes qui essaient de déconstruire au moins à leur niveau individuel ces représentations. Maintenant, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autrices qui disent aussi il ne faut jamais rien laisser passer, même des toutes petites choses qui paraissent anodines comme ça, il ne faut pas laisser passer. Justement, il faut expliquer, voilà, pourquoi, mais il ne faut pas laisser passer des petites choses comme ça. Il faut dire et pourquoi ce ne serait pas un jeu de filles d'aller jouer au foot? Est-ce que ça nécessite d'utiliser ses parties génitales? Non. Bon, donc a priori, n'importe qui peut y jouer. Pour ce qui nous intéresse, en tout cas dans la catégorie du genre, on se rend compte que la problématique du genre est très présente dans les sports collectifs, justement comme le football, où on se retrouve avec des personnalités bien plus masculines, c'est-à-dire avec une attirance portée vers ce que la société présente comme masculin, et avec une acceptation aussi de cette pensée, c'est-à-dire elles ont le droit d'être comme ça, dans ce milieu-là. Ce qui est moins évident, c'est beaucoup moins évident de se sentir appartenir à un genre masculin en étant de sexe féminin dans la société, dans des activités lambda, on va dire. Les sports co ont permis aussi d'ouvrir cette mentalité-là et de permettre à certaines personnes d'exprimer leur personnalité comme elles le voulaient. Comment ça se passe dans le sport au niveau psychologique ? Lorsque l'on est de sexe masculin et que l'on pratique un sport féminin, ou inversement, est-ce que cela crée un conflit interne ou un mal-être psychologique ? On a beaucoup œuvré en général pour que le sport devienne vraiment, qu'il y ait simplement un critère de passion et pas un critère de genre. Particulièrement dans le football féminin, parce que c'est vrai que on a exigé pendant des années, alors je parle en Corse, mais ça s'est fait un peu partout, que les filles jouent qu'avec des garçons jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à ce qu'à partir de 13 ans, ils estiment que la mixité n'est plus autorisé. N'est plus assez soit positive ni pour l'un ni pour l'autre. J'imagine qu'il y a une problématique aussi de sexualité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, l'enfant n'est plus un enfant, il devient un adolescent et après un jeune adulte. Et dans l'évolution, il a été pensé, en tout cas c'est ce qui a été dit, que les enfants n'étaient plus des enfants justement, et pour éviter tout risque, toute problématique, ils ont évité, parce qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire il y a des vestiaires communs, pardon. Voilà, ça reste quand même une ambiance qui, du coup, a nécessité après de séparer un peu tout le monde. En réalité, ces personnes-là ne se posent pas la question. Elles ne se disent pas qu'elles appartiennent au genre masculin ou féminin, ce qui est déjà bien. Oui. Parce qu'elles ne s'imposent pas, elles non plus, une étiquette. La problématique, en tout cas en psychologie, c'est justement quand ces personnes qui ont une attirance vers un genre différent ne l'assument pas. C'est ce qui devient, on va dire, après difficile à l'âge adulte, donc en vieillissant. Ça entraîne des comportements et des états émotionnels qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer, avec une forme de sacrifice. C'est-à-dire que au nom de la famille, de la société, de l'étiquette imposée dès la naissance, elles vont sacrifier
leur volonté, leur envie de vivre leur vie à leur manière. Est-ce qu'on pourrait dire que dans un avenir, on pourrait complètement s'y soustraire à ce genre? Je l'espère. Ça serait Je bien. l'espère, franchement. Je pense que petit à petit, oui. Mm. Ça va dépendre en même temps de l'évolution du monde. Hein. C'est Oui, toujours pareil. complètement. On est un peu... Et de qui va s'opposer et de quelle situation va pouvoir être, on va dire, utile à l'évolution des pensées, des mœurs. Mais je l'espère, largement. Moi, je suis persuadé que ça serait possible dans la mesure où on nous donne les outils pour. Voilà, on en revient toujours à l'éducation. Je pense que si demain, on introduit dans toutes les écoles un programme à part entière qui aide à déconstruire les archétypes genrés, je suis persuadé qu'on aura très vite une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, dans laquelle toutes les problématiques qu'on connaît diminueraient très rapidement, les problématiques de violence, en particulier sur les femmes, les problématiques d'accès à l'emploi différent, les problématiques, enfin voilà, tout ce champ encore qu'on peut décliner très longuement, je suis persuadé que ça diminuerait très très vite. Que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, transsexuel, queer, intersexuel, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, les questions et arguments énoncés n'excluent ou ne discriminent en aucun cas la personne que vous êtes. Ce podcast a pour but de confronter les idées pluridisciplinaires. La pensée n'est pas exhaustive, mais elle est vouée à ouvrir votre réflexion autour de la question posée en début d'épisode. Je remercie les personnes qui m'ont aidé durant cet épisode, Loris, Tonio, Clara, ainsi que les partenaires et les intervenants. Je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de Podcast ou Sexiste, Qu'est-ce qu'un genre ? Je vous donne rendez-vous le 15 février pour le prochain épisode de Podcast ou Sexiste sur le sexisme ordinaire. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste, sur Facebook, Instagram et Twitter. Féminicide.